Fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, bonsoir et merci de me retrouver dans ce nouveau numéro de Tête à Tête. Je m'entretiens ce soir avec Monsieur Mbagnick Diop, président du MEDES. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Très ravi de vous avoir ce soir comme invité. C'est un plaisir pour moi, c'est la première fois que je suis invité sur votre plateau. L'exercice difficile, c'est de vous présenter aux téléspectateurs qui vous suivent ce soir. C'était difficile de parler de soi, mais je suis Mbagnick Diop, la cinquantaine, expert en communication, président du mouvement Zampus du Sénégal, président du groupe Promo Consulting, qui a une plateforme aussi communicationnelle avec un quotidien, un site, une radio, et nous venons juste de lancer la télévision. Donc aussi, je suis conseiller de la République, président de la Commission économie et finances du Conseil économique, social et environnemental. Je suis l'administrateur du cabinet Interface, l'administrateur de l'agence VIP Events. Je suis le premier vice-président du groupement du patronat francophone avec 88 pays francophones, etc. Multiples casquettes. Voilà, multiples. Voilà. Il y a quelques jours, j'ai fait une interview à Africa numéro 1. J'ai bien aimé l'introduction d'une certaine Aïssata Thiam qui m'interviewait. Il disait que je suis un multi-entrepreneur. C'est la première fois que j'entendais ce terme-là. Et c'est un terme qui vous correspond. Tout à fait. Rassembleur, plein d'idées, de projets aux allures d'adolescents. Je pourrais dire, éternel adolescent. Et préoccupé surtout par la promotion de la jeunesse et des femmes. Oui, c'est important. Je pense que sur mon parcours, si vous regardez, donc il y a des concepts très novateurs qui vont dans le sens de la promotion des jeunes. J'ai initié le Forum du Premier Emploi depuis 2000, ça fait 19 ans, qui permet aux jeunes diplômés de Bac plus 2 à Bac plus 8 ou même 9, des fois même Bac plus 10, de décrocher leur première expérience professionnelle. Parce qu'il est très difficile pour les jeunes, après leurs études, que ce soit au Sénégal ou ceux qui reviennent de la France, du Canada, d'ailleurs, de trouver un emploi. Donc ce concept facilite le matching entre les chefs d'entreprise, j'en conduis des centaines, et ces milliers de jeunes. Et il est plus facile pour le chef d'entreprise de choisir le jeune parce qu'il a le temps de le jauger, de le voir physiquement. Ce n'est plus le CV. Et à l'issue de ces forums, depuis 19 ans, des milliers de jeunes ont décroché leur première expérience professionnelle. Et dans cette lancée, j'ai mis en place la Fondation Emploi Jeune depuis 2001 aussi. Cette fondation accueille, oriente, accompagne les jeunes. On a aussi mis en place ce qu'on appelle la pépinière des entreprises pour accueillir des jeunes comme vous qui créent une agence de communication, une station télé, etc. et qui n'ont pas les moyens donc, de s'acheter des bureaux ou de louer des bureaux chers. Donc on met à leur disposition l'enseigne commerciale, l'adresse professionnelle, l'adresse email, etc., un secrétariat commun. On les héberge pendant 1 an et demi, 2 ans, le temps de leur permettre donc, de fidéliser leurs clients et de pouvoir voler de leur propre aide. Dans cette dynamique aussi, c'est pareil pour les femmes. On a fait la promotion, on fait la promotion des femmes. On a mis en place la première mutuelle des PME, PMI, c'est dédié aux femmes, parce que les femmes n'ont pas souvent des garanties pour aller vers les banques. Donc on leur facilite les prêts pour leur permettre de pouvoir faire des opérations, commercer et autres. On a mis en place aussi le premier fonds de garantie au Sénégal du secteur privé qui s'appelle FOGASIM. C'est le fonds de garantie donc, des investisseurs du MEDES, etc., etc. En tout cas, depuis le début, on a 3 options. Le social avec les jeunes, l'international en ouvrant des bureaux à travers le monde, partout, et aussi la promotion donc, des femmes et aussi des startups, peut-être nous allons y revenir tout à l'heure. Vous notez quelques différences selon les bureaux que vous avez un peu partout ou Le bureau de New York est le bureau le plus dynamique. Il y a 15-16 ans, le bureau de Paris était un bureau aussi très dynamique parce que ces bureaux-là donc, nous servent de relais. Ça permet de canaliser les Sénégalais qui vivent dans ces grandes capitales occidentales, qui sont porteurs de projets, qui envisagent de revenir au Sénégal investir, et en général, ils n'ont pas d'interface étatique.
Il n'y a pas une structure qui est entre ces Sénégalais de l'extérieur et le secteur privé national. Donc, depuis 2000, nous avons ouvert notre premier bureau à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est M. Pierre Goudiaby Atepa qui a mis à ma disposition ces locaux. Ensuite, nous avons ouvert à New York, ensuite à Genève, à Bruxelles, à Washington, à Montréal, à Barcelone. 11 bureaux, si je ne me trompe pas. Hein? 11 bureaux, si je ne me trompe pas. 11 bureaux, hein, vous êtes bien renseignés. Et puis, sûrement, nous allons ouvrir le 12e bureau tantôt à Dubaï, parce que nous sommes dans cette dynamique-là. Pourquoi avoir choisi le monde des affaires, qui est un monde quand même contraignant, plutôt que celui de la fonction publique? Parce que je suis un homme libre. Hein, je suis un homme libre. Je pourrais même me qualifier d'iconoclaste ou d'anticonformiste. Donc, il est très difficile d'évoluer dans la fonction publique ou même dans un gouvernement, ou etc. Parce que j'ai envie de faire ce que j'aime faire. J'aime les gens, j'aime tout ce qui est relationnel, j'aime conceptualiser, j'aime innover, j'aime créer. Et ça, on peut le faire que lorsque on est dans ses propres affaires. Et je suis aussi un rêveur. Vous savez, on ne peut pas rêver en étant dans la fonction publique. Vous voyez. Donc, je pense que tout ça fait qu'aujourd'hui, je suis épanoui dans ce que je sais faire, dans ce que j'aime faire. Et Dieu merci, je rends grâce à Dieu, aux parents et à toutes les personnes qui m'accompagnent depuis très longtemps. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un groupe de communication et de marketing ayant pignon sur rue Promo Consulting. Avec l'inauguration récente d'un nouveau siège, pouvez-vous nous dire d'où vient ce virus et nous retracer tous ces challenges que vous avez déjà eu à relever depuis le temps? Oui, si je parle du siège, donc c'est une de mes dernières réalisations. Vous savez, le monde de la presse, vous y évoluez, c'est un monde très complexe. C'est pas un monde où l'on gagne de l'argent. On est dans la presse parce qu'on a la passion de la presse. C'est comme un tonneau vide, vous mettez, mais ça passe par en dessous. Donc la presse, on ne gagne pas de l'argent. On est dans la presse parce que c'est la passion. Moi, j'ai démarré dans la presse en achetant le site Rémi.com à l'époque, il y a une quinzaine d'années. De Rémi.com, j'ai créé le quotidien Rémi. Du quotidien Rémi, j'ai créé donc la radio. De la radio, j'ai créé des magazines sur le football, sur le people, etc. Et récemment, donc, nous sommes en train de lancer la télévision. Donc, c'est un groupe avec plusieurs départements. Mais en marge de ces groupes-là, nous avons carrément des agences de communication et de marketing relationnel. Je pense que c'est ça le cœur de notre métier, c'est la com, c'est le marketing. Et nous avons la chance, l'opportunité d'organiser pour les grandes institutions internationales. Et ça, c'est important, étant une agence sénégalaise, de travailler aux États-Unis pour les FMI ou la Banque mondiale, de travailler à Paris pour l'OCDE, pour l'Union européenne, pour l'UMOA, etc. et pour d'autres ICANN, etc., etc. Donc pour l'UIT aussi qui est à Genève. Donc je pense que c'est important, étant une organisation et surtout une agence, un cabinet africain. Sénégalais, de pouvoir rivaliser avec les meilleurs et surtout, entre guillemets, de les damer le pion et d'être là en faisant partie des meilleurs. Et je pense que ça, c'est aussi une fierté sénégalaise et africaine. Et si je vous suis bien, vos contenus essentiels sont panafricains? Moi, je me considère toujours comme un citoyen du monde. Hein. Je refuse toujours d'être limité sénégalo-sénégalais, tout ça. D'où on va y revenir, le concept des African Leadership Awards. Je me considère partout où je passe dans le monde comme étant citoyen de ce pays-là. Je reviens de Paris hier, il y a quelques semaines j'étais aux États-Unis, à New York, à Washington, je suis chez moi. Il y a un mois et demi j'étais à Dubaï, je suis chez moi, etc. Partout où je passe, je me considère comme étant chez moi parce que je pense que épouser la culture des autres, c'est vous enrichir. Tout à fait. Lorsque vous voyez des gens qui sont un peu fermés, refermés sur eux parce qu'ils ne voyagent pas beaucoup, ils ne s'ouvrent pas beaucoup, mais le contact avec d'autres culture, avec d'autres nationalités, avec d'autres traditions, ça vous justement. Et je pense qu'il est important à ce niveau-là. Et je suis sénégalais d'origine, mais je suis un citoyen du monde. Un citoyen du monde. Qu'est-ce que le mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, que vous présidez, et qu'est-ce qui fait sa particularité par rapport aux autres organisations existantes?
Le mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES, a été créé le 20 avril 2000 par 300 jeunes qui venaient de rentrer au Sénégal après des études. Les uns venaient du Canada, la grande partie venait de la France, d'autres des États-Unis, etc. On a décidé donc de mettre en place cette organisation patronale tout simplement. À notre retour, il y avait 2 grandes organisations patronales qui existaient, mais il était très difficile d'adhérer à ces organisations. Il fallait aller vers les syndicats de base, etc. On s'est dit, mais pourquoi pas nous lancer? Et puis, on s'est retrouvés, on était 300 jeunes, et puis on a lancé le MEDES. C'était très difficile au début, parce que lorsque vous êtes nouveau, c'est un secteur difficile, on ne fait pas de cadeaux, mais on a tenu. Dès le départ, j'ai eu, peut-être grâce à Dieu, grâce aux prières des uns et des autres, la vision de me positionner sur le social et sur l'international. D'accord. Parce qu'une organisation patronale classique n'érige pas des concepts sociaux. Non. Tout à fait. On a connu le Forum du Premier Emploi avec le MEDES. On a connu une fondation qui s'active dans l'emploi qu'avec le MEDES. On a connu le Salon des startups qu'avec le MEDES. On a connu la pépinière des entreprises qu'avec le MEDES, etc. Ça vous a demandé beaucoup de moyens. Vous pouvez citer quelques difficultés aussi que vous avez Oui, c'est sûr, parce que surtout après on est victime de notre succès. Par exemple, la première édition du Forum du Premier Emploi, il y avait entre 500 et 800 jeunes. Le budget était de 15-20 millions. 10-15 ans après, c'est plusieurs milliers de jeunes et puis le budget monte, on tourne environ de 200 à 250 millions, donc ce n'est plus la même chose. Et la précision de taille, c'est que ces forums sont gratuits. J'ai décidé depuis la première édition que personne ne paie rien. Donc nous prenons en charge ces jeunes qui viennent de partout, des 15 régions du Sénégal, et nous les prenons en charge aussi bien le transport, l'hébergement, la logistique, la restauration, et leur offrir pendant 2 jours l'opportunité de décrocher le premier emploi. Je pense que ça fait la particularité du MEDES. Aussi l'international. On est la seule, jusqu'au moment où nous parlons, organisation ou association professionnelle sénégalaise installée dans des grandes capitales. Le président Wade me disait comment tu fais pour ouvrir tes bureaux, mais tu dois être milliardaire. Je dis mais non, mais vous savez, président, c'est une question d'intelligence et de stratégie. Il me dit mais dites-moi, parce que lorsque j'étais dans l'opposition, j'avais voulu avoir des antennes partout, mais je n'avais pas les moyens. Et puis je l'ai compté comment je fais pour monter tous ces bureaux à travers le monde. Il m'a dit bon, j'y avais jamais pensé. Je dis mais on ne peut pas penser à tout, même si on est le président Wade. Ceci pour vous dire que je pense qu'il y a la main de Dieu, il y a les prières, il y a les choses. Et puis nous faisons du bien pour les autres. Aider des jeunes, comme je vous l'ai dit, c'est des milliers de jeunes. Je ne les connais pas, je ne connais pas leurs parents. Et aujourd'hui, grâce à nous, ils sont insérés. Les uns sont des grands. Et certains reprennent un peu votre modèle. Oui. Parce que j'ai l'impression que malgré ça, le chômage persiste ici comme ailleurs. Partout dans le monde, c'est un fléau. Nous, on essaie de jouer notre partition. On pouvait rester dans notre coin, comme le font les autres patrons, s'occuper de notre petite vie, de nos employés, c'est tout. Mais on s'est dit que les uns et les autres ont besoin, il faut le tendre la main, et surtout la majorité de ces jeunes diplômés sont issus de familles très modestes, où les parents se sont vraiment serré la ceinture pour leur inculquer une bonne éducation, payer leurs études. Après leurs études, ils se retrouvent à la maison. Donc je pense que c'est notre responsabilité à nous, si on peut les aider, de les aider. Je pense que tout ça fait la particularité du MEDES, parce que le MEDES, ce n'est pas une organisation patronale classique, c'est une vision, c'est un projet de société. C'est l'innovation, c'est la création, c'est les concepts et tout. Ce qui fait aujourd'hui, partout dans le monde, le MEDES est connu en toute modestie. Et ça, c'est comme ça, c'est la réalité, on n'y peut rien et tout. Mais c'est grâce à notre inspiration, dès le départ, d'avoir misé sur la jeunesse, sur les jeunes, sur les femmes et sur l'international. Je pense qu'au Sénégal, il y a 3 organisations patronales modernes, formelles, et puis il y a 3 autres, je pense, informelles. Donc c'est une diversité. On se retrouve dans les grands moments pour prendre des décisions ensemble, nous travaillons en bonne intelligence,
Mais à chaque fois, on dit, oui, pourquoi il y a plusieurs organisations partenaires? Mais rien que prendre l'exemple de la France ou des États-Unis. La France, vous avez le MEDEF, vous avez la CPME qui était avant la CGPME. Nous-mêmes, on a une convention avec la CPME depuis une dizaine d'années. Vous avez l'APEL, vous avez au moins 4, 5, 6 organisations partenaires. Aux États-Unis aussi, c'est pareil, parce que nous travaillons beaucoup avec le privé secteur des États-Unis, le secteur privé des États-Unis. Pareil, il y a 5, 6. Ce qui est essentiel, c'est que chaque organisation a sa particularité. Aujourd'hui, vous prenez telle ou telle, elle a sa particularité. Le MEDES, aujourd'hui, nous accueillons l'essentiel des petites et moyennes entreprises au Sénégal. L'essentiel des TPE. Les TPE, c'est les toutes petites entreprises qui, avant, n'étaient pas prises en compte par les organisations patronales. Et les startups, vous les prenez? J'ai initié depuis 2 ans, donc le salon des startups, on en a fait 2 éditions. La dernière, c'était le 12 juillet passé. Donc, nous essayons de les aider, de les accompagner et même de faire des concours avec ces jeunes startups parce que c'est des jeunes talents, doués, mais qui manquent de moyens. Donc, le premier salon des startups a été initié par nous il y a 2 ans de cela. Et puis, nous avons décidé de l'institutionnaliser. Donc, chaque année, il y aura le salon des startups avec plusieurs centaines de participants, des jeunes qui ont créé leur boîte ou qui ont des idées de projets que nous aidons, que nous mettons en face des institutions financières pour les aider, pour les financer. Ensuite, nous avons initié en même temps le concept du mentoring pour permettre à un jeune qui se lance dans tel secteur de prendre un mentor qui est déjà dans ce secteur-là, un senior, et de les mettre ensemble pour que le senior puisse l'encadrer, l'accompagner jusqu'à ce que ce jeune-là puisse s'épanouir dans son secteur. D'accord. Le privé national occupe-t-il une place aujourd'hui réelle et bénéficie-t-il de l'appui des pouvoirs publics et à tout nécessaire à son affirmation et à son expansion? Oui, vous savez, le secteur privé, c'est l'entreprise. Et l'entreprise, c'est l'économie. Et je pense que l'économie est au cœur de toutes les politiques. L'entreprise crée les emplois, l'entreprise crée la richesse, l'entreprise contribue à la croissance et l'entreprise contribue à investir, à l'investissement. Donc, l'État est là pour créer un environnement propice à l'épanouissement des entreprises. Donc, la richesse est créée par les entreprises. Il est vrai qu'en tant qu'entrepreneurs nationaux, on a besoin de sentir encore davantage l'appui étatique, l'appui de l'État, comme le font les grands pays. Lorsque vous voyez Trump se déplacer ou Macron, c'est avec 100, 200 chefs d'entreprise. C'est eux-mêmes qui font le lobbying pour les entrepreneurs. Même beaucoup plus près, vous regardez le roi Mohamed VI, lorsqu'il se déplace, il se déplace avec 300 entrepreneurs. Je pense que nous aussi, nous avons besoin de sentir l'État derrière nous. Bon, on nous rétorque toujours, vous n'avez pas de gros moyens, lorsqu'il y a des appels d'offres de plusieurs centaines de milliards que vous n'êtes pas compétitif, mais il est normal, lorsque si l'appel d'offres, dès le départ, on met des garde-fous, on est exclu dès le départ. On l'a compris et puis maintenant je pense qu'on essaye de travailler entre nous-mêmes en bonne intelligence en se mettant ensemble pour aller justement compétir sur les appels d'offres. En tout cas, et ça marche. Ça marche parce qu'on l'a compris peut-être un peu tardivement qu'il fallait être ensemble pour être plus fort. Et aujourd'hui, nous sommes un interlocuteur quand même crédible de l'État du Sénégal. Et l'État du Sénégal aussi a fait énormément d'efforts pour travailler en bonne intelligence avec son secteur privé national. Mais on demande toujours plus, c'est normal. On demande toujours plus, mais comme je vous l'ai dit, c'est l'entreprise qui crée des richesses et des emplois. Vous êtes à l'initiative de beaucoup d'événements nationaux qu'internationaux. D'où vient l'idée de African Leadership Awards? L'African Leadership Awards, c'est la suite logique des corridors. Vous savez, les corridors, c'est depuis 15 ans. Et les corridors est devenu donc la première cérémonie de remise de distinction en Afrique, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Alors, on s'est dit, au lieu de dormir sur nos lauriers, il faut internationaliser ce concept-là. Et d'où l'idée des African Leadership Awards, parce que si vous suivez bien, par exemple, si je prends l'édition de l'année dernière, on avait presque 36 nationalités différentes dans la salle. Et c'est ça qui est important, des anglo-saxons, des lusophones, des francophones, etc. C'est sa 3e édition, si je me trompe. Là, nous allons à la 3e édition. Vous allez à la 3e édition. À Paris. À Paris. Pourquoi à Paris? Pourquoi à Paris, oui, c'est une bonne question.
à chaque interview, on me repose la question pourquoi Paris, et je réponds aussi inlassablement que Paris, c'est la capitale du monde pour moi. Que Paris est beaucoup plus facile de converger, d'accès, parce que nous invitons énormément de nationalités. Les uns viennent des États-Unis, les autres des pays asiatiques, du Golfe, du Canada, d'Afrique et tout. Que des nationalités africaines ou vous en comptez d'autres? Non, pas que des nationalités africaines, parce que on a des personnalités qui ne sont pas des personnalités africaines, mais qui contribuent au développement de l'Afrique. Ça, c'est important, parce que c'est une plateforme d'excellence. Malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas la culture de l'excellence. Magnifier le travail de l'autre, magnifier le mérite de l'autre. Lorsque aujourd'hui vous êtes en face de moi, on est en train de faire l'interview, si je constate que vous avez du talent, vous faites bien votre job, lorsqu'il y a une opportunité de promouvoir cette personne-là, vous n'hésitez pas à le faire. Parce que ça, c'est important. C'est important, ça ne vous coûte rien du tout de dire du bien de l'autre, de récompenser l'autre, de le distinguer. Souvent, j'étais aux États-Unis, j'ai fait une émission à Washington, je disais que les Américains, ils ont les Oscars, la France, ils ont leur festival de Cannes, les Anglais, ils ont les Grammy Awards, mais pourquoi pas nous, l'Afrique, avoir une plateforme d'excellence, et c'est important, je pense. Et toute l'Afrique devrait être fière quand même de voir des Africains conceptualiser des projets, et surtout à un haut niveau, parce que ce que nous faisons, il n'y a pas d'improvisation. Vous regardez l'Africa Leadership, vous regardez les Oscars, c'est la même chose. Vous ne voyez rien. Dès le top départ, à 20h, il n'y a plus une seconde de temps mort jusqu'à la fin de la soirée, parce que tout est étudié, tout est calibré. Il n'y a pas d'improvisation, parce qu'on pense toujours que l'Africain est toujours meilleur, que l'Africain ne fait pas les choses comme elle devrait. Non, justement. Tout est bien organisé. Nous essayons chaque année de faire en sorte d'être dans les standards internationaux. Et Dieu merci, nous avons réussi à les poser. Et puis, une anecdote, j'étais aux États-Unis avec Thomas Rome, parce que l'année prochaine, Inch'Allah, on va faire la 4e édition à New York. Et puis, je lui disais, bon, mais je vais vous nommer le président du comité d'organisation, etc. Il me dit, président, oui, je vais l'accepter, mais cependant, amenez-moi seulement votre équipe à New York. Je suis persuadé que votre équipe fera le job, parce que je les ai vus à Paris faire le job d'une façon professionnelle. Et c'est ça qui est important. Vous déployez beaucoup de personnes pour l'organisation? Oui, on travaille avec beaucoup de personnes. Et puis aussi. Et puis déjà qui sont là-bas sur place peut-être? Sur place, avec le bureau de Paris, on a une équipe de Paris. Pour l'Africa Leadership, on a 3 pôles. Un pôle Afrique à Dakar avec Madame Loti Diallo qui coordonne. Pôle à Paris avec, il n'y a que des femmes, avec Penda Cham qui coordonne, avec le directeur des opérations, M. Karim. Un autre pôle à Washington pour les États-Unis, avec une ancienne collaboratrice du groupe Promo Consulting, Nancy, qui est d'ailleurs justement ivoirienne, qui coordonne. Donc la somme de tous ces efforts fait que nous arrivons quand même à offrir un grand événement digne de ce nom. Vous attendez combien de personnes à peu près cette année? C'est une soirée quand même, cette cérémonie, elle est, bon, peut-être, on va dire, mais pourquoi dire ça? Mais bon, je vous ai dit tantôt que je suis un homme libre. Hein. C'est une soirée élitiste. Ouais, c'est pas une soirée qui est ouverte à tout le monde. Tout le monde. Hein, c'est fait exprès, c'est ce choix-là. Lorsqu'on fait les corridors, nous accueillons 800 à 1000 personnes. Lorsqu'on fait les Africa Leadership Awards, nous accueillons de 250 à 300 personnes au maximum. Donc, il y a les grands décideurs, il y a les autorités, les chefs d'État, chefs de gouvernement, le secteur privé africain, l'intelligentsia africaine aussi, la diaspora africaine qui est partout dans le monde, etc. Donc, toutes ces personnalités, tous ces grands esprits convergent vers Paris. Et pendant une soirée, nous essayons de faire briller, comme j'ai l'habitude de le dire, les étoiles africaines dans le ciel parisien, pour dire voici l'Afrique qui bouge, voici l'Afrique qui gagne, voici l'Afrique qui émerge. Et ça, c'est important que les autres puissent se dire tiens, quand même, en Afrique, il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la famine, il n'y a pas que la misère. Il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui innovent. Et je pense que c'est ça un peu le mérite de ces concepts, aussi bien les corridors pour l'Afrique et puis les Africa Leadership Awards pour le monde. Et c'est l'occasion aujourd'hui, parce que je suis sur votre chaîne de télévision, de rendre hommage et de féliciter un grand homme des médias, en l'occurrence M. Marta Sylla, qui est sénégalais, qui a fait une belle carrière et
si ma mémoire est bonne, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il a été distingué, élevé à son rang par le Sénégal. M. Matar Sylla est un homme brillant et nous a aussi inspiré, parce qu'on a eu l'opportunité de grandir ensemble dans les mêmes quartiers et le voyant de loin gravir les échelons, c'est toujours une fierté pour nous. Donc quelque part, il nous a inspiré, il nous inspire. Et je pense que pour moi, c'est l'occasion de le féliciter et de dire ce que Jacques Chirac disait à Alain Juppé. C'est le meilleur d'entre nous. Je pense qu'il mérite ces hommages-là. Venant aussi d'un homme de communication, je pense que c'est un hommage mérité. Merci pour ce beau témoignage. Que pouvez-vous aujourd'hui dire à tous ces jeunes qui vous regardent? Quelles sont pour vous aujourd'hui les clés du succès? Il ne faut pas être pressé dans la vie. Il faut savoir donner du temps au temps. Aussi, il faut être ambitieux. On est tous ambitieux dans la vie. Mais aussi, il faut être tenace. Il faut être pugnace. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas baisser les bras. C'est dire que tout le temps, dans son esprit, il est possible. Je peux y aller, je peux réussir. Et ça, c'est hyper important. Et surtout aussi, avoir une pensée pour ses parents. Ça, je le dis aux jeunes. Aujourd'hui, les nouvelles générations ont tendance à tout oublier, à ne plus respecter les traditions. On est un peu conservateurs, nous. Mais le fait d'être conservateur, je pense, nous a beaucoup aidé dans la vie. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la vie a changé, les réseaux sociaux, les trucs. Il n'y a plus ce temps comme avant de discuter en famille, d'échanger, etc. Et tout. Et je pense que c'est aujourd'hui un déficit pour la nouvelle génération. Mais qu'il est possible de réussir en partant de rien. Parce que le succès, c'est aussi des valeurs. C'est l'éthique, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est la loyauté, c'est la droiture, c'est l'engagement. C'est tout ça qu'on appelle valeurs, et les valeurs donc vont vers le succès. Merci de nous avoir suivis et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tête-à-tête. Merci.